Bonjour à tous, alors cette fois ça y est, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, j'ai les lumières, le fond, le réflecteur, mais j'ai aussi reçu donc ma girafe normalement que vous ne voyez pas avec le micro qui capte ma voix directement. Je suis donc prêt à pouvoir continuer cette aventure, et j'espère que vous aussi, parce qu'aujourd'hui nous allons revenir un petit peu sur Cœur Franc, la blanche citadelle, le fief des Élianthazurés. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente, mais cette ville recèle encore quelques secrets. En fait, à l'image d'Albeus mon lointain, je vais vous la faire visiter quartier après quartier et m'arrêter sur certains détails. Mais d'abord, on va parler un petit peu d'histoire. Tout a commencé lorsque l'homme portait des peaux de bêtes et chassait des animaux immenses aux défenses... non, attendez là, je suis peut-être remonté un petit peu trop loin. Cœur Franc, donc, a toujours été une cité importante, notamment grâce à ses riches filons d'argent. En somme, elle est rapidement devenue l'une des banques du continent. Seulement, ces richesses ont parfois attisé quelques intérêts. Un roi s'est donc senti investi de la mission de protéger sa cité, et donc son peuple. Pour lui, il y avait donc deux solutions. Soit engager des mercenaires pour se constituer une force dissuasive, ou fabriquer un mur infranchissable. Le fameux dilemme de la lance ou du bouclier. Il opta plutôt pour la deuxième option. Parce que voyez-vous, enrôler des mercenaires, ça le rendait quand même dépendant d'une force plutôt étrangère, et il n'avait pas vraiment de retour sur investissement. Alors qu'un bon gros mur, ça tient dans le temps. Mais il fallait un truc vraiment dissuasif, d'où les 200 pieds de hauteur, les nombreux rangs de meurtrières, les tours rondes et les armes de siège mises en place par Durmont, dit le bâtisseur. Sans oublier la ligne de fort qui protège l'extérieur de Cœur Franc. Évidemment, ça ne s'est pas fait en un jour. Le roi suivant, lui, il s'est dit « Je suis bien chez moi, personne ne peut venir m'embêter, il me reste de l'argent, autant le mettre à profit. » Ni une ni deux, il a lancé une vaste campagne d'expansion pour prendre possession de rien de moins que tout le continent de Térébenthe. Et ça a plutôt bien marché. À l'exception de Minarande, protégée par ses lignes de montagne, rien ni personne n'a pu lui résister. Et voilà donc comment le drapeau des Élianthazurés s'est répandu à travers Térébenthe. Bon, bien sûr, il y a eu quelques mécontents, mais le roi, lui, il était plutôt satisfait. Dommage qu'il soit mort peu de temps après. Nous en arrivons donc à Dorsan le Blanc, le père de l'actuel roi de Cœur Franc, reconnu par tous comme un roi juste, droit et respectable, qui s'est retrouvé à payer les pots cassés. Peut-être ont-ils vu en lui une certaine faiblesse, mais toujours est-il qu'un regroupement de marchands s'est révolté contre l'autorité du roi, à tel point qu'une guerre sanglante a éclaté. Mais ça, on en a déjà parlé, vous vous en souvenez, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'empêche que pour que son royaume retrouve la paix, Dorsan cède une partie de son royaume en échange pour les cités franches de ne pas constituer d'armée. Oui monsieur, pas de problème, il nous reste toujours les mercenaires. Depuis, c'est pas le grand amour. Comme tout le monde, Dorsan finit par mourir. Mais il laisse derrière lui deux fils, Areus et Amien. Et tandis qu'Areus porte la couronne et dilapide l'argent du royaume pour quelques plaisirs et festivités, Amien, lui, profite d'une vie de chevalier errant. Oui, il préfère aider les plus démunis et dormir dans la paille que gérer l'héritage de son père. En même temps, son frère est là. Seulement, le comportement de son frère finit par parvenir jusqu'à ses oreilles. Seulement, le temps qu'il se décide, parce qu'en même temps, qu'est-ce qu'il peut faire contre un roi? Eh ben, Areus, dit le fier, meurt prématurément. Pour Amien, les perspectives d'avenir se réduisent, parce que même s'il aime la vie de chevalier errant, il ne se voit pas abandonner l'héritage de ses ancêtres à n'importe qui. Donc, il prend son cheval et il galope, jusqu'à atteindre Cœur Franc, la blanche citadelle, le berceau de son enfance. Et c'est tout crotté qu'il rentre dans la salle du trône juste avant que Barys Blanc-Lys soit couronné. Imaginez un peu sa tête. Alors évidemment, grand bruit. Qui murmure son incompréhension, qui s'emporte, enfin, je vous laisse imaginer la scène. Mais il s'est quand même trouvé une personne qui a reconnu le dernier fils de Dorsan le Blanc, Wigéric Ozéphir, le grand conseiller du père d'Amien. Ça va? Vous suivez toujours? Forcément. Face à l'héritage, Barys Blanc-Lys a dû céder la couronne. À quelques secondes près, dis donc. Pas de chance, hein. Et nous voilà donc avec l'actuel roi. Ou du moins, celui en poste au début du tome 1 de la guerre des oubliés. Le cours d'histoire est terminé,
les pièces sont en place. Que diriez-vous maintenant de visiter cette fameuse cœur franc? Allez, on y va? Imaginez-vous sur le chemin pavé de la route principale, entouré par la verdure de la forêt royale. Vous croisez quelques commerçants, quelques charrues et même une troupe de soldats aux couleurs de la famille royale. Le chant des oiseaux vous accompagne encore lorsque les arbres cèdent la place à un magnifique ciel bleu. Au pied de ce mur imprenable, le pont-levis est baissé et vous invite à poursuivre votre découverte. Le bois résonne sous vos pieds quelques instants et vous laisse aux soins de ce brave Hilder. Ce n'est peut-être pas le plus vaillant des soldats, mais c'est un homme bon qui vous souhaite la bienvenue et une excellente journée. Le premier sas formé par 2 épaisses doubles portes franchies, le premier quartier vous ouvre les bras. Le brouhaha d'un marché inonde alors vos pensées. Le fumet de la viande caresse vos narines. Ici, les légumes colorent les étals, les discussions battent leur plein et l'argent change de main. Les halles sont pleines à craquer. En les laissant derrière vous, vous découvrez des maisons principalement faites de bois. Certaines sont peintes en rouge, en vert ou autre. Vous poursuivez ensuite votre chemin vers une deuxième ligne de rempart, où la route de bois devient la route de pierre. Dans ce nouveau quartier nommé le quartier des temples, vous trouverez tout naturellement des temples. Bien vu, n'est-ce pas? Quand des braséros entourent le temple de Morin, le dieu du feu, un ruisseau chante paisiblement non loin de celui d'Arimar, à moins que vous ne préfériez vous arrêter dans le parc dédié au dieu de la terre. Si vous aimez l'art, je vous conseille vivement de visiter l'intérieur des temples. Les fresques et les peintures y sont magnifiques. Ne serait-ce que les piliers sculptés en tornade ou en flammes. Vous pouvez déjà admirer la statue d'Arimar. On dirait pas réellement de l'écume sur la vague qu'il recouvre qu'à un manteau. Oh mais attendez, des prêtres là-bas, si vous regardez bien, la couleur de leur robe définit le dieu auquel ils sont rattachés. Et ceux qui portent des capuches sont des prêtres supérieurs. Au-dessus d'eux se trouvent les maîtres spirituels. Ils se différencient par une cape, et on dit qu'ils sont capables d'entendre le murmure des dieux. Encore au-dessus se trouvent les maîtres supérieurs. Chacun dirige un temple. Il porte un masque à l'effigie de son dieu, Omniscient. Et tout en haut de cette pyramide se trouve l'Omniscient. Il siège même au conseil du roi. Il doit avoir une relation très spéciale avec les dieux. Mais bon, assez parlé de dieux, de temples et de prêtres. Continuons plutôt la visite. Une nouvelle ligne de rempart franchie, et les allées d'argent s'offrent à vous. Vous trouverez ici la bourgeoisie cœur-françoise et les artisans au talent indéniable. La pierre remplace le bois, les maisons prennent souvent un étage et disposent d'un jardin toujours très bien entretenu. Les arbres sont bien taillés et des parterres de fleurs aux couleurs éclatantes bordent la route. C'est l'un des plus beaux quartiers de Cœur-Franc, mais attendez de voir le prochain. Derrière cette ligne de rempart que vous voyez au loin, se trouve le quartier des nobles, traversé par les allées d'or. Allons-y. Comme vous le voyez, la pierre utilisée pour la construction de ces véritables petits châteaux est aussi blanche que celle des remparts. Et pour cause, elle a été extraite directement des montagnes pures. Il n'y a que là-bas que l'on trouve un matériau de cette qualité. Ça vous annonce déjà la couleur. Ici, vous ne trouverez que la crème de la crème cœur-françoise. Que des grands noms, comme les vertes pleines, ou les flots tranchants et autres aux zéphyrs. Mais regardez plutôt comment chacun se distingue de son voisin. Et oui, utiliser une pierre coûteuse ou dérouler l'étendard familial ne suffisait pas. Admirez par exemple la statue d'un œil acéré pour fendre un dragon. Si je ne m'abuse, le commanditaire a fait appel au même artiste qui a façonné la silhouette des dieux. Chez les vertes voûtes, c'est plutôt leurs arbres et la myriade de couleurs de leurs fleurs qui vous surprendra, qui vous étonnera. Plus loin, vous verrez des piliers incrustés, sculptés et peints de bien des façons. Vous verrez, continuons. Nous passons maintenant devant le Fin Gourmet, le restaurant qui est à juste titre le plus réputé de tout Cœur-Franc. Bon, vous devez vous en douter, il n'est pas à la portée de toutes les bourses. Mais si vous avez l'occasion d'y manger, n'hésitez surtout pas. Pas une seule seconde. Parmi les grandes familles qui vivent dans cette partie de la ville, se trouvent les conseillers du roi. Prenez par exemple, le chef des Hauts-Zéphyrs n'est rien de moins que le grand conseiller. C'est cet homme qui a reconnu notre roi à son retour. Par ici, la demeure du seigneur Blanc-Lys, le maître de nos armées, et par là, la maison familiale des Montlointains. En accédant au titre de premier inventeur, ce cher Albéus Montlointain
a dû céder à sa sœur tous ses biens immobiliers et même matériels. C'est une façon de prouver son attachement au peuple. Bon, je n'ai jamais vraiment compris cette loi, mais pourquoi pas. Et nous voici arrivés à la dernière étape de notre visite, la place du passé. Non, malheureusement, nous n'irons pas plus loin que la dernière ligne de rempart que vous voyez là. Le château ne se visite pas comme ça. À part pour les doléances, les portes ne sont pas souvent ouvertes, surtout pour les touristes. Mais concentrons-nous plutôt sur ce que vous pouvez encore découvrir. Outre les vieilles maisons à colombage qui jurent un petit peu avec les nobles demeures que nous venons de longer, vous trouverez sur cette place la statue des grands noms qui ont façonné Cœur-Franc. Prenez par exemple cette femme assise sur sa table à dessin. C'est Alicia Douce-Source qui prépare les plans de la ville. Non loin, vous avez le seigneur Verteplaine, premier du nom, qui s'est vaillamment battu lors de la guerre qui opposa Cœur-Franc aux cités franches. Ou encore Murmure Céleste, qui fut le premier, selon la légende, à entendre le murmure des dieux. Il y aurait même dit de construire Cœur-Franc exactement là où nous nous trouvons. C'est fou, non? Dernière petite anecdote avant de vous laisser revisiter la ville à votre rythme, il n'y a parmi ces statues aucun roi. Vous pouvez aller vérifier, hein? Non, cette place ne fait honneur qu'aux têtes non couronnées. Bon, et bien voilà, je crois que nous avons fini la visite. Merci beaucoup d'avoir suivi cette visite, ça m'a fait très plaisir de vous guider à travers Cœur-Franc, vous faire part de quelques anecdotes et vous raconter un petit peu son histoire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je suis encore là. Non, après, si elle vous vient plus tard, n'hésitez pas à m'envoyer une missive. Un commentaire. Et si la visite vous a plu, vous trouverez dans la petite maison là-bas un livre d'or que vous pourrez signer. Un petit pouce bleu. Merci encore et à bientôt pour de nouvelles aventures.